Yo, quoi de neuf les gars? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais déjà qu'avec le titre et la miniature de cette vidéo, les gens vont se dire « Connor a officiellement perdu la tête ». Je l'admets, je suis complètement fou. On en a déjà parlé. Mais un YouTuber viral, connu pour ses entraînements de musculation et son style de vie d'alpha mâle, serait apparemment décédé à l'étranger. Des sources affirment qu'il aurait saccagé une maison de location de luxe en Thaïlande, fui la police et se serait noyé dans un lac. Voici tout ce que nous savons sur la mort présumée de Connor Murphy. C'est Scandal, présenté par Law and Crime. Je suis Sierra Gillespie. Le monde s'est réveillé mercredi avec des informations choquantes selon lesquelles l'influenceur Lux Macker Connor Murphy serait décédé en Thaïlande à seulement 32 ans. Les détails du rapport sont pour le moins étranges. Selon certaines informations, Connor se comportait de façon erratique avant sa mort présumée. Il aurait saccagé une propriété de location coûteuse, laissé des seringues non utilisées sur le siège passager de son véhicule et littéralement fui la police à pied avant de se noyer dans un lac. Au moment de cet enregistrement, nous travaillons encore à vérifier toutes les informations et à faire le tri entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais avant d'entrer dans tout cela, commençons par une explication. Qui est Connor Murphy? Yo, salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une vidéo clairement pas pour toute la famille. Connor Murphy est connu pour repousser les limites. Connor Murphy compte plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, près de 400 000 abonnés sur Instagram et encore 17 000 sur TikTok. Son contenu est principalement axé sur le fitness, mais parfois il pousse les choses à l'extrême. Par exemple, il a embarqué ses abonnés dans un prétendu jeûne de 40 jours où il se pesait à la même heure chaque jour et montrait les résultats. Une fois terminé, il s'est filmé en mangeant pour la première fois et a partagé cela avec les spectateurs. D'accord les gars, waouh. Cela fait environ 1 heure que j'ai officiellement terminé le jeûne de 40 jours et regardez ce que j'ai. Mon Dieu. Ça sent si bon. Je n'aurais jamais cru qu'une pastèque puisse sentir aussi bon. C'est un moment surréaliste, mec. Je n'arrive pas à croire que c'est enfin la fin de tout ça. Ça a vraiment été tout un voyage. 3, 2, 1. Qu'est-ce que... Waouh! Mon Dieu, ça a le goût. Je veux dire, ça a le goût de pastèque, mais c'est presque comme si tu prenais de la pastèque et que tu mettais plein de bonbons dessus, des bonbons très sucrés partout sur la pastèque. Et c'est comme... La texture est incroyable. Qu'est-ce que... Pour être honnête, j'ai entendu parler de gens qui mangent après le jeûne, j'ai regardé des vidéos sur le sujet et vu à quel point c'était bon. C'est comme je m'y attendais, mais rien ne peut vraiment le décrire. C'est encore mieux. Waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est incroyable. Donc, il a parlé d'une certaine forme de nutrition et aussi de pratiques de pleine conscience. Yo, salut les gars, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je peux déjà dire, rien qu'en voyant le titre et la miniature de cette vidéo, que les gens vont se dire « Connor a officiellement perdu la tête ». Je pensais qu'il redevenait normal, mais maintenant il est officiellement devenu fou. Il fixe le soleil pendant 30 minutes chaque jour. Il va devenir aveugle, non? Eh bien non, je le fais depuis un moment et ma vue est toujours parfaite. Mais ça me manque. Je suis complètement fou. On en a déjà parlé, mais la pratique que je fais s'appelle en fait la contemplation du soleil, qui existe depuis très très longtemps. Qu'est-ce que la contemplation du soleil? Eh bien, c'est assez explicite, mec. Il n'y a rien de compliqué, tu regardes juste le soleil. D'accord. Mais Connor, regarder le soleil, ça ne va pas me rendre aveugle? On m'a toujours dit depuis que je suis enfant que ça allait abîmer mes yeux. Eh bien, peut-être que oui. Peut-être si tu le regardes en plein milieu de la journée, quand le rayonnement UV est élevé, mais si tu regardes le soleil pendant la première heure après le lever du soleil ou la dernière heure avant le coucher, le rayonnement UV est tellement insignifiant qu'il ne peut pas causer de dommages à tes yeux. En plus de ses astuces et conseils, disons, Connor publiait aussi des messages sur ce qu'il appelait, entre guillemets, son vrai moi. Oui, tout cela n'a été qu'une comédie. J'ai fait semblant. Je joue un rôle depuis le tout début.
bien plus loin que vous ne le pensez probablement, vous verrez que pendant tout ce processus, en fait, chaque fois que vous m'avez vu sur Internet, je n'ai pas été moi-même. Alors, pourquoi n'ai-je pas été moi-même? Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas de soi. Le soi est une illusion. La réalité, c'est de jouer un rôle. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. Cela signifie-t-il qu'il n'y avait aucune vérité incroyable dans ces vidéos que j'ai publiées? Non. Pas du tout. Mais je n'ai certainement pas été moi-même. Cela nous mène au scandale de cette histoire. Des rapports indiquent que Connor est décédé cette semaine en vacances en Thaïlande. Cela se serait produit à environ 25 km au sud de Bangkok. Et tout cela, d'ailleurs, est rapporté par divers sites, y compris Thairat Online, qui est l'une des agences de presse les plus réputées en Thaïlande. Je vais lire leur rapport mot à mot afin que vous ayez un compte-rendu exact de leur reportage. Et je tiens aussi à préciser qu'il s'agit d'une version traduite en anglais. L'avertissement sur leur site précise, ce contenu anglais est traduit automatiquement depuis le thaïlandais par une IA. ThaiRAF ne garantit pas l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité de cette traduction. Veuillez vous référer à la version thaïlandaise. Maintenant, passons au sujet. L'article commence par une photo principale montrant 3 secouristes sur ce qui ressemble à un lac où Connor se serait noyé. On peut voir qu'au moins une personne porte ce qui ressemble à un uniforme de secouriste et tient une corde. L'homme tout à gauche tient quelque chose qui ressemble à un équipement de plongée. Derrière ce groupe de 3 hommes sur la photo, on distingue aussi 2 personnes là où la terre rejoint l'eau. Sous cette photo, l'article commence. Il est écrit, je cite, « Un homme américain s'est livré à une violente frénésie, peignant tout l'intérieur d'une maison de location de luxe estimée à 22 millions de bahts, causant d'importants dégâts avant de se précipiter dans le lac du village où il s'est noyé. » Sa petite amie a dit ignorer la cause, tandis que le propriétaire, choqué, n'aurait jamais imaginé une telle scène. À 15 heures. Le 7 juillet 2026, le lieutenant-colonel de police Wirapong Rup Swai, officier adjoint chargé de l'enquête au poste de police de Bang Pli, a reçu un signalement concernant un homme étranger au comportement erratique qui avait sauté dans le lac d'un village de luxe du district de Bang Bang Pli dans la province de Samut Pranga. Il s'est rendu sur les lieux avec des médecins urgentistes de l'hôpital Ramatibodi Kaokri Naru Botindra ainsi que des bénévoles de la fondation Potaktong. Il s'agissait d'une maison de luxe près d'un grand étang. Des plongeurs recherchaient la personne disparue avant de retrouver le corps de Connor Michael Murphy, 32 ans, un Américain, à environ 20 mètres du rivage. Le corps a été ramené à terre pour y être examiné sans constater de blessure ni d'agression. La police a envoyé le corps pour une autopsie complémentaire à l'hôpital Ramatibodi Kaotri Naru Botindra. À ce stade de l'article, une deuxième photo est montrée, et il semble s'agir du logement loué où Connor séjournait. On peut voir que le salon est complètement en désordre. Le canapé est taché. Il y a quelque chose d'étalé sur les murs et le sol, et la table basse est couverte d'assiettes, de tasses et même d'un balai. L'article poursuit en disant: en examinant les images vidéo enregistrées par Mademoiselle A, pseudonyme d'une employée du village, on voit l'homme étranger soudainement adopter un comportement erratique sans raison apparente. Il a couru puis nagé dans le lac du village jusqu'à l'épuisement avant de sombrer sous les yeux des témoins. Personne n'a osé entrer dans l'eau en raison de sa profondeur de plus de 10 mètres, alors ils ont immédiatement appelé les autorités. Des plongeurs de la fondation Potaktong ont cherché pendant environ 30 minutes avant de localiser et de ramener le corps sur la rive. Le personnel de sécurité du village a signalé que l'homme était sorti et était revenu à bord d'un véhicule avec chauffeur qui s'est arrêté au poste de contrôle de sécurité. Il a proposé 1000 bahts au chauffeur, mais celui-ci a refusé en raison du comportement anormal de l'homme. L'homme s'est alors approché d'une voiture d'un résident qui passait, a frappé à la fenêtre pour demander à monter, pendant que la sécurité criait « Ne le prenez pas !» L'homme est alors devenu agité, criant fort et se roulant sur la route, faisant des gestes comme s'il priait Dieu. À l'arrivée de la police, il s'est enfui dans le village et a plongé dans le lac. La police a demandé des renforts et des secours, incapables de le maîtriser. Finalement, il s'est épuisé et s'est noyé.
L'article présente ensuite une photo de ce qui semble être la cuisine de cette location, et on peut clairement voir les placards couverts de ce qui ressemble à de la peinture, et ces mêmes éclaboussures sont partout sur l'évier et la crédence de la cuisine. L'article poursuit en disant que mademoiselle B, pseudonyme, âgée de 22 ans, la petite amie du défunt, a déclaré qu'ils étaient ensemble depuis environ 3 ans, mais qu'ils vivaient séparément à cause de modes de vie incompatibles. Ils s'étaient retrouvés il y a moins de 3 mois. Avant l'incident, leur vie était normale, sans souci ni signe de maladie. Elle ignorait la raison de son instabilité soudaine ce jour-là et ne l'avait jamais vu prendre de drogue pendant leur relation. Le vandalisme avec de la peinture a eu lieu la nuit précédente pendant qu'elle dormait. Il a refusé de dormir. Miss View, pseudonyme, la propriétaire, a partagé son choc en voyant la maison qui avait été complètement défigurée avec de la peinture, y compris les appareils électriques. Elle a dit qu'elle aimait et chérissait la maison, une belle propriété au bord du lac actuellement estimée à 22 millions de bahts. Elle était louée pour 35 000 bahts par mois et n'avait été louée que depuis 3 mois. Elle avait soigneusement choisi le locataire et ne pensait pas retrouver la maison aussi endommagée avec tous les meubles et décorations détruits. Les enquêteurs du poste de police de Bangpli ont fouillé la maison et la voiture de la défunte, trouvant 2 seringues non utilisées sur le siège avant du conducteur et des comprimés blancs non identifiés dans le sac à déchets de la défunte. Voici une autre photo qui semble montrer un mur dans la propriété louée. On dirait presque que quelqu'un a trempé ses doigts dans de la peinture noire et les a passés le long du tableau déjà accroché au mur. On voit des empreintes digitales et des traces de mains partout sur le mur et même au plafond. L'article se termine en disant: au départ, les enquêteurs du poste de police de Bangpli, les médecins légistes de l'Institut Ramati Bodhi Katri Nabu Rodindra et le personnel de secours ont procédé à une autopsie, découvrant des ecchymoses probablement causées par des roulades sur la route. L'équipe de secours enverra le corps pour un examen complémentaire afin de déterminer la cause exacte du décès, y compris un test de dépistage de drogue. Les preuves sont en cours de collecte et l'ambassade américaine en Thaïlande a été informée pour fournir des informations sur l'incident. Waouh, il y a tellement de questions dans cette affaire. À savoir, que s'est-il vraiment passé? Invitons l'une de mes invitées préférées de tous les temps pour tout nous expliquer. Il s'agit de l'enquêtrice médico-légale spécialisée dans les décès, Joseph Scott Morgan. Je suis ravie de te voir. Merci d'être venu dans Scandale et de partager ton temps. Merci de l'invitation, Sierra. C'est toujours un plaisir d'être ici. Oui, tu es la meilleure, parmi les préférés. Je veux aussi que les gens sachent que nous avons appris cette nouvelle seulement ce matin. On t'a appelé tout de suite et tu as dit « D'accord, oui, je laisse tout tomber, j'arrive ». Et tu l'as fait. Et je pense que c'est une autre chose que je veux souligner aussi, c'est que tout ce dont nous parlons en ce moment repose sur des informations rapportées. Nous n'avons pas les résultats de l'autopsie ni ce type d'informations, seulement des faits rapportés par les agences de presse en Thaïlande. Mais d'après ce que tu as vu, je veux dire, qu'est-ce que tu penses qu'il s'est passé ici? Eh bien, quand tu prends en compte, tu sais, l'article que tu m'as envoyé, ils ont des photos de l'intérieur de ce domicile où il se trouvait. Et je pense que ça fait partie des éléments et c'est une preuve que cet individu traversait une sorte de crise de santé mentale parce que les comportements associés aux dégâts qui ont été causés ne sont pas des comportements dont on se dirait « Wow, oui, c'est normal ». Il se passe quelque chose avec cet individu, c'est vraiment bizarre, ne serait-ce que les empreintes de mains sur le mur. Je ne suis pas sûr du genre de matériau qu'il utilisait, si c'était de la peinture ou une sorte d'encre ou quelque chose comme ça. J'ai des questions sur certains des dépôts qu'il y a sur ce meuble, le canapé. Il y a des dégradations dans la cuisine, des choses sont renversées. Vous savez, si j'entrais ici en tant qu'enquêteur, il y a cette vieille phrase qu'on dit toujours « aucun signe d'effraction ou de lutte ». Ça ressemble à une lutte, mais je ne sais pas avec qui il se battait. Il luttait peut-être intérieurement. Qui sait? Mais c'est certainement bizarre. Et d'après l'article, sa petite amie, je suppose, a dit qu'il n'y avait aucun signe de maladie mentale. Il avait l'air d'aller bien. Elle est allée se coucher. Elle dit s'être réveillée, la maison était un peu en désordre. Nous avons montré les photos ici et en avons parlé. On dirait qu'au moins il a mis quelque chose sur ses mains et qu'il a presque peint les murs avec ses mains. Mais comme tu l'as fait remarquer sur le canapé, je ne sais pas si ça ressemble à de la peinture. Qu'est-ce que tu penses du canapé du salon? Je dois dire, et je vais être très franc ici, certaines des taches que je vois en ce moment ressemblent à des excréments. Et c'est tellement répugnant, tu sais, quand tu le vois. Et vous savez, les amis,
Je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais vous pouvez regarder et le constater par vous-même. Ce n'est probablement pas le même support sur lequel il travaillait ou avec lequel il faisait ses empreintes de main sur les murs. C'est quelque chose de complètement différent. Et encore une fois, cela renvoie à quelque chose qui se passe peut-être dans la tête de ce gars. Je ne sais pas quelle est la genèse de tout cela, vous savez. Et voici autre chose d'assez intéressant concernant la petite amie qui était là, vous savez, à la maison. Elle n'a rien entendu. Elle se réveille à cause de ça parce que je dois vous dire, il fait du bruit. D'accord, il fait du bruit. Je ne sais pas quelle est la taille de la maison, mais le fait qu'elle n'en ait pas été consciente, et elle dit qu'il n'y avait aucun signe de problème mental avant cela. Vous savez, juste là devant nous, je pense qu'on a une sorte de preuve physique que quelque chose se passait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez ce type. Plusieurs pistes sont possibles ici, non? Par exemple, il a peut-être eu une crise mentale. Je ne connais pas son histoire. Évidemment, je n'ai pas accès à ses dossiers médicaux, s'il consulte un psychologue ou s'il prend des médicaments sur ordonnance, tout ça, mais ça y ressemble un peu. Je me demande, à cause de mon travail et des nombreux cas traités, s'il y avait consommation de drogue à des fins récréatives. Pourtant, sa petite amie affirme qu'il n'y avait aucun signe. Mais d'après les rapports, on a vu des seringues. Encore une fois, les rapports indiquent qu'il s'agissait de seringues non utilisées et qu'il a été retrouvé avec quelques comprimés blancs dans une sorte de sac banane. Qu'en pensez-vous d'emblée? Est-ce que ça pourrait être les deux, une crise de santé mentale et une consommation de drogue? Oui, vous savez, c'est tout à fait possible. Et parfois, ces choses vont de pair, n'est-ce pas? Si vous avez quelqu'un qui essaie de s'automédiquer, ou peut-être qu'il vit un peu sur un autre plan par rapport au mode de vie qu'il mène, nous ne savons pas à quel genre de substance illicite il aurait pu avoir accès dans un pays étranger. Vous allez dans beaucoup de ces pays d'Asie du Sud-Est et si vous essayez d'obtenir n'importe quelle substance illicite, vous avez de gros ennuis là-bas. Ce n'est pas comme aux États-Unis où on risque seulement une tape sur les doigts ou une brève incarcération. Ils vont vous mettre sous les verrous. Donc, je serais très curieux de savoir ce que contenaient ces pilules. Et voici une autre chose qui va se passer. Je vous le promets. Attendez de voir comment cela va évoluer. Et les autorités là-bas vont examiner de très près les substances qui se trouvaient dans ce véhicule qu'il avait et ils vont vouloir remonter jusqu'à la personne qui lui a fourni ces substances, que ce soit de manière légale ou s'il les a obtenues, vous savez, d'une source illégale ou illicite. Ils vont suivre cette piste parce qu'ils ne tolèrent pas cela. Ils ne l'acceptent pas. Donc, il sera intéressant de voir comment cela va évoluer. Cela me rappelle, dans un autre contexte, nos nombreuses discussions sur l'affaire Liam Payne. Et évidemment, vous savez, l'incident où il est tombé du balcon, mais nous avons vu que des accusations ont finalement été portées puis abandonnées contre les personnes qui lui avaient fourni les drogues qu'il avait consommées. Je m'attends donc à un résultat similaire s'il trouve des drogues dans son organisme. Cela mène d'ailleurs à la prochaine question, puisque vous êtes l'experte. Quel type de drogue pourrait-on supposer qu'il a prise pour qu'il agisse de cette façon? Par là, je veux dire qu'il se roulait par terre sur le trottoir avec des ecchymoses. Certains ont rapporté qu'il faisait presque des gestes de prière, comme s'il priait le Seigneur. Il a fui la police en courant dans un lac, mais pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Eh bien, disons, prenons quelques catégories différentes ici. Disons qu'il est sous l'effet d'un hallucinogène, d'accord. Eh bien, cela peut aussi amener les gens à se comporter de manière étrange comme ça. Je serais très curieux de savoir cependant la nature de ce comportement. Était-ce vraiment frénétique? Était-ce incontrôlable? Est-ce qu'il était simplement en train de devenir complètement incontrôlable? Parce que parfois, on peut voir des gens sous l'effet d'hallucinogènes qui, vous savez, agissent bizarrement, mais ils sont plutôt passifs quand on les voit. Et cela nous amène à une autre catégorie où s'il a pris un certain type de stimulant, que ce soit quelque chose qui aurait pu être prescrit, ou si c'est quelque chose comme, vous savez, un type d'amphétamine de la famille des amphétamines, si c'est de la coke par exemple, et on ne sait pas non plus avec quoi cela a pu être mélangé. Donc c'est la piste que je suivrai, je ne penserai pas aux opiacés ici. D'accord. Il y a quelque chose qui va avoir un impact sur le comportement et qui sera manifeste. Et encore une fois, nous avons cet événement où il passe et il étale un peu partout sur les murs, les meubles et tout ce genre de choses.
et puis il court dehors au milieu de la circulation. Il a de multiples blessures sur tout le corps qui ressemblent à des blessures dues à des chocs. Je ne sais pas si c'est forcément lié à une autre personne avec qui il aurait pu être en contact, mais ça ressemble clairement à des contusions, ce genre de choses. Et puis il y a cette série de choses bizarres qui se passent où je crois la police, corrigez-moi si je me trompe, était arrivée. Je ne sais pas si c'était avant ou après. Il est parti en se dandinant jusque dans cet étang. Et vous savez, le voilà dans l'étang. Il agit déjà, vous savez, de façon, disons, étrange. Il est dans l'étang depuis 30 minutes. Il se noie. Vous savez, ils doivent le sortir de l'eau à ce moment-là. Je ne sais pas. Vous savez, on en parlait avant de commencer l'enregistrement ici. Et l'une des choses auxquelles cela me fait penser, c'est une condition appelée le syndrome du délire agité. Et très souvent, c'est associé à des arrestations par la police. Vous savez, les gens commencent à paniquer, et la plupart des gens le font. Vous savez, la plupart des gens ne gardent pas simplement leur tension artérielle et leur rythme cardiaque stable quand on leur met ce bracelet. Ce n'est qu'un poignet. D'accord. La plupart des gens, vous savez, deviennent, vous savez, Hypervigilance. ils deviennent anxieux, ce genre de choses. Et parfois, avec le syndrome du délire excité, certaines personnes peuvent avoir une respiration superficielle. Cela provoque un arrêt cardiaque. C'est pour cela qu'ils n'utilisent plus la technique consistant à ligoter les mains et les pieds dans le dos, vous savez, et qu'ils n'installent plus les gens sur les sièges arrière pendant une longue période. Et c'est peut-être ce qui lui arrive. Et cela est encore aggravé par toute substance qu'il pourrait avoir dans son organisme. Je veux dire, vous l'avez mentionné en parlant du fait que les choses sont très différentes à l'étranger qu'ici. L'une de mes plus grandes peurs est d'être arrêté à l'étranger, car en Amérique, j'ai mes droits. Qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, en Thaïlande? Qu'est-ce qui va arriver? Donc je serais effrayée, même sans rien, sans avoir rien consommé, vous voyez. Sans parler du fait que s'il en a pris, ça pourrait tout aggraver. Et je sais qu'on en a parlé, la façon dont il est mort, évidemment il est allé dans ce lac, ce plan d'eau, et puis, vous savez, il a été retrouvé après. Encore une fois, une autopsie n'a pas encore été réalisée. Mais tu penses qu'ils vont aussi examiner ce genre de choses? Je sais que tu as mentionné un arrêt cardiaque. Je veux dire, est-ce que ça pourrait affecter quelqu'un? C'était un gars en forme. Il devrait pouvoir nager pendant 30 minutes. Enfin, on ne sait pas ce qu'il avait dans son organisme. Mais on va parler de tout ça? Oui, ça va dépendre fortement du type de substance qu'il avait dans l'organisme qu'il avait. Oui. S'il y a de la drogue et de l'alcool dans son organisme et qu'il est en état de panique, ce n'est pas surprenant qu'il n'ait pas pu tenir plus de 30 minutes. Je suis étonné qu'il ait tenu aussi longtemps. Il est en train de couler. Et je pense que l'autre aspect de cette affaire va susciter beaucoup de curiosité chez les gens. Et j'ai déjà couvert des affaires en Thaïlande auparavant. J'espère qu'à l'autopsie, ils vont faire un bilan complet concernant la toxicologie. Je veux dire, De fond en comble. Donc, non seulement à l'autopsie, ils vont devoir faire ces choses que nous faisons lors d'une autopsie pour vérifier qu'il s'est bien noyé, vous savez, comme vérifier la présence d'eau dans les poumons. C'est quelque chose que nous examinons. Nous examinons l'oreille interne et tout cela. Mais en plus de cela, la toxicologie, et nous, en Amérique, nous faisons ce qu'on appelle un bilan toxicologique standard. Et là, vous savez, on recherche des éléments comme les salicylates, comme l'aspirine. On recherche l'aspirine, mais on vérifie aussi les drogues couramment consommées. Vous savez, il peut y avoir du THC, des cannabinoïdes, évidemment. Vous allez parler de cocaïne, de métabolites de la cocaïne, d'amphétamine, de méthamphétamine, de barbiturique. Quoi d'autre? Les opiacés, n'importe quel type d'opiacés. Et donc, c'est un peu le bilan toxicologique standard. Et si c'est quelque chose d'exotique, s'il y a autre chose qui pourrait être là, est-ce que le spectre de cette toxicologie, l'examen va-t-il tout couvrir? Il pourrait, c'est l'autre chose à laquelle je pense, si j'étais de sa famille, je voudrais m'assurer de contacter l'ambassade. Et nous avons probablement des représentants du FBI là-bas, et il faut s'assurer que, et j'en ai parlé avec le jeune homme, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeune homme de l'université de l'Alabama qui s'est noyé à Barcelone, je crois que c'était plus tôt au printemps.
Je leur ai toujours conseillé de s'assurer qu'ils conservent un échantillon afin que cet échantillon puisse effectivement être pris en charge par le FBI et ramené aux États-Unis. Et que des analyses soient effectuées dessus, d'accord? Donc c'est très important. Les familles n'y pensent pas toujours sur le moment car elles sont sous le choc et en deuil, mais c'est pourtant fortement recommandé. Oui, c'est vrai. Je veux dire, je suis sûre que la famille et les amis, cet homme avait 32 ans. Il aurait dû avoir toute la vie devant lui. Donc, je suis sûre qu'en ce moment, ils sont juste dans un état de choc et d'incrédulité. Mais tu as raison. Je veux dire, le fait que cela se soit passé à l'étranger complique encore les choses. Espérons qu'ils travaillent là-dessus. J'ai vu dans des rapports que l'ambassade des États-Unis est impliquée. J'espère que c'est bien le cas. À quel délai penses-tu, s'il vient de mourir, pour obtenir l'autopsie ou les résultats toxicologiques? Plus de réponse. Oui. Oui, ça aidera. Peu importe que tu sois en Thaïlande ou, tu sais, dans le Wyoming, ça ne change rien. Prends un numéro, attends ton tour. Et je sais que ça peut paraître insensible, mais il y a d'autres affaires qui passent avant celle-ci, et les médias du monde entier se sont emparés de cette affaire. Mais ce n'est pas parce que les médias se sont emparés de l'affaire que la position dans la file, l'ordre dans lequel cela va être traité, va changer. Et particulièrement en Thaïlande, ils vont suivre leurs procédures habituelles. Ils vont remettre cela à leur laboratoire et, si je me souviens bien, à la police thaïlandaise. Je connaissais le nom avant, mais ils ont leur propre laboratoire médico-légal et ils vont traiter cette affaire jusqu'au bout. Ils ont aussi, je crois qu'ils ont ce qu'ils appellent un médecin de police. C'est un médecin légiste qui va réellement faire l'autopsie. Il ne travaille pas comme nous, donc il travaille pour la police. Et donc cet examen sera effectué par eux. Et ensuite, il faudra attendre les résultats de la toxicologie. Ils vont soigner tout ça pour s'assurer que, parce qu'ils vont être au courant, ce ne sont pas des gens stupides. Ils sauront qu'ils vont être sous le projecteur, si vous voulez, et que les gens observent ce qu'ils font. Maintenant, je ne pense pas que cela va équivaloir à un service expéditif. D'accord. Je pense que cela prendra un certain temps, mais ils vont faire de leur mieux. Oui, on vient d'apprendre la nouvelle aujourd'hui, donc tout le monde veut des réponses. Qu'est-ce qui se passe? On dit encore apparemment, prétendument, car on ne sait pas encore. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, ils doivent vraiment faire attention à tout, à être très minutieux et s'assurer de suivre toutes les procédures. J'espère vraiment qu'on aura des réponses pour ses amis, sa famille, ses fans. Franchement, c'est juste une tragédie. Il n'avait que 32 ans. C'est un cas difficile. Joseph Scott Morgan, comme toujours, c'est génial de t'avoir avec nous. Merci d'être venu dans Scandale aujourd'hui. À chaque fois que je passe une mauvaise journée, merci. C'est ainsi que l'épisode d'aujourd'hui de Scandale se termine pour le moment. Si vous avez aimé ce que vous avez vu et que vous voulez en voir plus, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur des plateformes comme Instagram sous le nom de Sierra Gillespie. Merci d'avoir regardé l'épisode d'aujourd'hui de Scandale. Comme toujours, je suis votre animatrice Sierra Gillespie et je vous dis à la prochaine.